sujet d'hier, hein, puisqu'on n'avait pas réussi à finir complètement. Donc, il nous reste deux petites questions, il me semble, dont une qui n'est pas habituelle, puisqu'il s'agissait de rédiger un paragraphe d'une vingtaine de lignes. Alors, on y va. Du coup, question 3.1, les économies d'atomes sont égales à 0,465 pour le procédé ACH et 0,690 pour le procédé MGC. Déterminer la valeur de l'économie d'atomes pour le procédé isobutène. Commentez le résultat obtenu. Donc, on vous demande de calculer la valeur de l'économie d'atomes. Victor, on va voir ce que répondent les autres. Alors, le problème vient de mon côté, non. Ça veut dire que les autres aussi? Ok, ça marche. Allez. Ça marche. Ok, merci pour tout le monde. Alors, donc, on vous parle d'économie d'atomes. C'est quelque chose de nouveau. Donc, effectivement, il y a tous ces documents dont on n'a pas parlé. Donc, rappelez-vous, donc on est dans le petit 3 et donc il arrive 1, 2, 3, 4 nouveaux documents. Allez, donc on y va. Le premier concerne les principes de la chimie verte, d'accord? C'est la chimie donc qui a certains principes pour être complètement respecter le développement durable, on va dire. D'accord? Donc, elle tourne autour de 4 grands principes qui sont la prévention. Donc, avant même d'avoir à traiter des déchets, il vaut mieux penser qu'il faut en produire moins. D'accord? Elle tourne autour de l'économie d'atomes, essayer de mettre en place des synthèses qui vont minimiser la quantité de matière de réactifs. Ensuite, concevoir des méthodes pour utiliser et créer des substances faiblement ou non toxiques, évidemment, donc minimiser les dangers sur les êtres humains et sur l'environnement. Et enfin, minimiser également les besoins énergétiques pour moins consommer. D'accord? Donc, voici les 4 principes de la chimie verte. Le document 3 vous parle de cette grandeur, l'économie d'atomes, comme on définit comme ce grand machin-là. On va en parler tout à l'heure quand on aura besoin de le calculer. Le document 4 vous présente un autre procédé de synthèse du méthacrylate de méthyle qui s'appelle le procédé ACH et on vous donne l'équation. Je reviendrai sur le blabla tout à l'heure. Le document 5, un autre procédé de synthèse, il s'appelle le procédé isobutène et on vous donne l'équation. Donc, on y va sur cette question-là. On vous demande de calculer la valeur de l'économie d'atomes pour le procédé isobutène, c'est-à-dire concernant le dernier document, et commenter le résultat obtenu. Donc, comme hier, je reprends ce que je vous ai préparé. Voilà, c'est là. Je vous ai mis ici sur cette fiche tout ce dont on a besoin pour répondre à la question. Donc, je vous ai rappelé… Ah, tiens, je vois que mon écran a disparu. Voilà, donc j'espère que tout le monde voit. Donc, je vous ai rappelé la relation qui permet de calculer l'économie d'atomes. Je vous ai rappelé l'équation qui vous donne la réaction de synthèse du coup de méthacrylate de méthyle. Et je vous ai rappelé les masses molaires, puisqu'on voit que dans la relation ici interviennent les masses molaires du produit recherché et des masses des réactifs. D'accord? Donc, on y va. J'aimerais que ça vienne de vous plutôt que de moi. J'aimerais voir comment vous arrivez à vous approprier cette relation sur laquelle on n'a jamais travaillé en fait. D'accord? Donc ça, je vous ai dit, souvent sur des sujets de bac. Donc alors maintenant, on va arrêter de parler de sujets de bac, mais bon, sur des sujets post-bac, on va dire, hein, vous n'êtes pas au bout de vos examens en tout genre, eh bien, on peut vous mettre des relations que vous n'avez jamais vues. Le but est de tester votre capacité à vous approprier une information nouvelle. Donc, on y va directement. Émilie, tu me balances du 0,735. Alors, je ne sais même pas. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le résultat. Alors, attends, je vérifie ton résultat. Ouais, ok, il est juste, Émilie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la façon dont vous le calculez. Donc, j'attends de voir. Alors, ce n'est pas évident d'écrire l'expression littérale de votre côté, hein. Donc, c'est pour ça que j'active aussi l'audio si vous préférez le dire à l'oral. Donc, l'audio est activé. Si quelqu'un veut prendre la parole, ce n'est pas un souci, au contraire. Donc, on voit A fois la masse du produit recherché, c'est ça.
Tu vois, Riyad, c'est ça que j'attends. Je pense qu'il y a pas mal d'élèves qui n'auront pas forcément compris comment donc utiliser cette relation et c'est ça qui m'importe. Donc, Émilie nous écrit 1 fois 100. Alors, A et B sont les… Alors, peut-être qu'il faut que je revienne sur le sujet. Ça sera plus simple pour Riyad et pour les autres. Voilà, je reviens sur le sujet. OK, regardez, je n'ai pas prélevé ceci avec A et BI, les nombres stoichiométriques associés. D'accord? Donc, quel est le nombre stoichiométrique associé ou produit recherché? Le produit recherché, c'est lui qui m'intéresse, c'est le méthacrylate de méthyle. Donc, c'est lui qui intervient au numérateur et son coefficient stoichiométrique, c'est 1. D'accord? Sur les masses molaires des réactifs, voici le premier. Son nombre stoichiométrique, c'est 1. Et ici, son nombre, c'est 3,5. Et lui, c'est 1. Donc, si je regarde du coup ce qu'on m'a proposé, donc si je regarde la réponse d'Émilie, elle me propose du 1 fois 100. Alors, du 1 fois 100, donc 1 fois la masse molaire du méthacrylate, regardez dans votre tableau, c'est bien 100, divisé par, il me faut donc, il y a 3 réactifs, je prends les masses molaires de chacun des réactifs et j'affecte devant, comme coefficient multiplicateur, le nombre stoichiométrique correspondant. Donc, pour le premier, d'accord, pour le premier, vous reconnaissez l'isobutane, donc il est le dernier dans le tableau ici, sa masse molaire c'est 56, donc c'est 1 fois 56, très bien. Donc dans la réponse d'Émilie, il manque les parenthèses au dénominateur, d'accord, donc 1 fois 56, plus 3,5 fois la masse molaire du dioxygène qui est 32, plus le dernier actif qui est le méthanol, et son coefficient stoichiométrique c'est 1. Donc je vous ai mis ici le calcul à faire. Voici donc le résultat. Si ce n'est pas assez gros, vous me dites, je grossis, je le fais de suite d'ailleurs. Voilà, d'accord? Pour vous expliquer d'où ça sort. Donc, c'est juste en fait une application numérique, il n'y a pas eu une grande réflexion, ne pas se tromper dans les A et les BI. Je trouve une valeur de 0,735 et rappelez-vous qu'on vous demandait de la commenter, cette valeur, d'accord? Est-ce que je peux partir de cet écran? C'est bon, tout le monde a compris? Je reviens sur le sujet. Donc 0,735, on me demandait de commenter. Alors déjà, je reviens sur la question. Il y avait pour le procédé ACH une économie d'atomes de 0,465. Pour le procédé MGC, une économie de 0,690. Et pour nous, on a du 0,735. Commenter le résultat obtenu. C'est le plus grand des trois. C'est le plus grand des trois. Bon, ça ne suffira pas. Retournons dans ce document que je n'ai pas tout à l'heure exploité suffisamment, de manière volontaire. Revenons-y maintenant, comprendre ce qu'il faudrait rajouter. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute par rapport au procédé isobutène? Est-ce que c'est intéressant ou pas d'avoir une économie d'atomes de 0,735? Donc, c'est efficace, c'est plus efficace. Effectivement, il va falloir dire que c'est le plus efficace. C'est ce qui a marqué à la fin du doc 3. Plus la valeur de EA se rapproche de 1, plus le procédé est efficace en termes d'économie d'atomes et donc moins il génère de déchets. D'accord? Ok, très bien. Donc, le procédé isobutène va générer moins de déchets. Alors, comment je le comprends? Vous voyez que l'économie d'atomes, c'est grosso modo la masse molaire du produit qui m'intéresse sur la masse molaire des réactifs qui interviennent. Vous comprenez que si la masse molaire des réactifs est très importante, mon économie d'atomes, je vais diviser par quelque chose de grand, je vais donc avoir quelque chose de petit. Je vais me rapprocher de 0 si la masse molaire des réactifs est très grande par rapport à celle du produit. Et je comprends du coup que, ok, j'ai dépensé beaucoup de réactifs pour finalement un produit qui a une masse molaire plus faible. Donc, je comprends que je n'ai pas réalisé une économie d'atomes. D'accord? J'ai intérêt à avoir des masses molaires de réactifs à peu près équivalentes à celles du produit pour dire que tout ce que j'ai consommé dans les réactifs s'est transformé en produit, j'ai une vraie efficacité. Donc voilà, ça c'était pour comprendre un peu plus, même si ça ne vous était pas demandé.
Donc, très bien, j'ai une économie d'atomes plus importante pour le procédé isobutène et j'ai répondu à la question 3.1. Maintenant, passons à la question 3.2. Comparer en une vingtaine de lignes maximum les trois procédés ACH, MGC et isobutène et conclure si l'un d'eux peut être privilégié du point de vue du respect des principes de la chimie verte. Donc là, c'est très important. À partir de ce moment-là, je prends mon surligneur. D'accord? J'ai souvent dit, quand je vous vois faire un contrôle, je vous vois avec un surligneur dès le départ et vous y allez, bim, bam, boum. Et souvent, vous surlignez énormément de choses. Donc, c'est pas évident de surligner quand on ne sait pas sur quoi vont porter les questions. Donc, par contre, une fois que j'ai lu la question, là, c'est intéressant. Donc, je prends mon surligneur et je vais reprendre les documents. Faites gaffe, vous êtes dans le 3.2, donc ça veut dire que vous êtes sur la partie 3. Vous allez donc vous intéresser aux documents de la partie 3 à partir d'ici. Donc, il faut que je dise lequel des procédés va être intéressant entre, rappelez-vous, le procédé que j'ai vu au-dessus, je crois qu'il s'appelait MGC, hein, celui dont on a parlé hier, le procédé MGC, c'est ça, et les deux procédés qui me sont donc clairement précisés. Le procédé ACH dans le document 4 et le procédé isobutène. Donc, on y va, je regarde les principes de la chimie verte. J'ai prévention, produire moins de déchets plutôt que d'investir dans l'assainissement ou l'élimination des déchets. Je trouve que ça va assez avec l'économie d'atomes, puisqu'on a vu que quand l'économie d'atomes était la plus proche de 1, ben justement, je minimisais les déchets. Donc, ces deux premiers points, je vais pouvoir en faire un paragraphe dans ma réponse en disant, ben, le but est de produire le moins de déchets possible. Et pour cela, qu'est-ce que je choisis comme procédé? Dites-moi. Le troisième, ok, l'isobutène, c'est ce dont on a parlé, hein, le 0,735. Donc, parfait. Donc, votre premier paragraphe concerne donc ces deux premiers points. Je produis moins de déchets en maximisant donc cette grandeur économie d'atomes. Et des trois procédés, c'est le procédé isobutène qui le permet. Très bien. Maintenant, deuxième paragraphe de ma réponse. Il est écrit que pour respecter donc les principes de la chimie verte, il faut que j'utilise des méthodes qui vont permettre donc d'utiliser des réactifs ou des produits qui sont le moins toxiques possible pour les humains et l'environnement. Bon, ben maintenant, du coup, il faut que j'aille regarder ce point-là sur chacun des procédés. D'accord? Alors, remontons sur le premier, vu hier. Là, j'ai mon surligneur et je regarde, tac, tac, tac. J'ai 4 réactions. OK, on me dit qu'il y a ça, 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 ça. Très bien, j'ai pas forcément des connaissances sur ces produits-là. Hein. Jamais on a parlé de ceci, à part l'acide chlorhydrique que vous utilisez, l'hydroxyde de sodium, qui font partie des produits chimiques pour nous usuels. Ben, ceux-là, on les connaît pas, donc on ne connaît pas leur dangerosité potentielle. Il n'est pas question ici non plus de dangerosité. OK, bon. On vous dit que on utilise de l'acide cyanhydrique ici, là, et qu'il est régénéré et peut à nouveau servir à la première étape. Donc ça risque d'être intéressant. On va voir par la suite. On va voir les autres, le document 4, et on y va. Pareil, on essaie de voir tout ce qui a un rapport avec des produits dangereux hein, pour que ça concerne ce principe de la chimie verte. Alors là, on met si ce procédé permet un rendement 2. On observe pour chaque tonne de MAM produit la production de 2200 kg d'hydrogénosulfate d'ammonium. Celui-ci peut être considéré comme un fertilisant bas de gamme, mais il est dans les faits difficile à valoriser. Donc ça, on a un produit qui n'est pas intéressant, hein, un sous-produit qui n'est pas intéressant. De plus, les nouvelles réglementations sur la protection de l'environnement, ça y est, tiens, ça m'intéresse, ont interdit le transport des composés toxiques comme le cyanure d'hydrogène. Cyanure d'hydrogène, regardez qui ça peut être là-dedans. Le cyanure d'hydrogène, s'il vous plaît, il faut l'identifier. Allez, cyanure d'hydrogène, c'est pas évident. Hein. C'était peut-être une petite difficulté du sujet. Il va falloir faire le lien avec ce qu'on a vu en plus au-dessus. Est-ce que vous me tentez quelque chose?
Tu mets le réactif, sauf que regarde le réactif, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors faites par élimination. Non, l'autre. Alors l'autre quoi, Maxime? Fanny me dit HCN. H2SO4, attention, vous reconnaissez ici H2SO4, c'est l'ion sulfate. D'accord? SO4 de moins, le sulfate. H2SO4 est l'acide sulfurique. Alors, l'acide cyanide, le cyanure d'hydrogène, HCN, il est effectivement là. Et on vous dit qu'ils ont obligé les producteurs à construire sur leur site des unités de production de cyanure d'hydrogène. Alors, le cyanure d'hydrogène, c'est ce réactif-là, et on vous dit qu'il est extrêmement toxique. Le cyanure d'hydrogène, peut-être que vous l'avez déjà entendu comme étant un poison. Hein, on peut s'en servir pour empoisonner une personne. Personne n'a rien entendu, s'il vous plaît. Alors après, du coup, regardez, je voulais que vous fassiez le lien avec ce qu'il y avait dans le document précédent. Vous m'avez dit que c'était HCN. Et HCN, on le retrouve ici. On le retrouve là. Et ici, il l'appelle l'acide cyanhydrique. Cyanhydrique. Donc, acide cyanhydrique ou cyanure d'hydrogène, c'est la même chose. D'accord? Ça, c'est une difficulté. Je trouve, encore une fois, ce sujet, il a quelques imperfections. Je me dis que je ne l'aurais pas formulé de la même façon parce que là, on peut effectivement perdre un élève. Là, on l'appelle acide cyanhydrique. Après, on l'appelle cyanure d'hydrogène sans forcément donner sa formule. Il faut un peu se débrouiller. Bref, quoi qu'il en soit, on a vu que dans ce procédé, je produisais de l'hydrogénosulfate d'ammonium qui est un sous-produit qui est difficile à valoriser. Donc, c'est du gaspillage. Et ensuite, je consomme du cyanure d'hydrogène, on me dit qu'il est toxique. D'accord? Donc, ça ne respecte pas un des principes de la chimie verte. Pour le dernier, on peut lire tout ça, mais il n'est aucunement question de danger potentiel d'un réactif ou d'un produit. Donc, dans ce deuxième paragraphe, où on parle du coup du danger des réactifs ou des produits qu'on utilise, eh bien, on peut dire que le premier utilise de l'acide cyanhydrique. Donc, on a compris que c'était un réactif potentiellement dangereux, toxique. Mais quel est l'intérêt du premier procédé par rapport au deuxième, s'il vous plaît, qui lui aussi en consomme? Si on doit choisir entre les deux, entre le premier et le deuxième procédé, lequel est le moins pire, on va dire? Alors, le premier, je parle de celui d'hier, hein, celui-ci, qui consomme du HCN. Et quand je vous parle du deuxième, c'est celui-ci qui consomme aussi du HCN. De ces deux procédés, lequel est le moins pire? Le 1, Charline, très bien. Le 1, parfait. Le premier, parce que, au rendement au gaspillage, le 1 est moins pire, parce que, regardez, hein, et on vous le dit si jamais, l'acide cyanhydrique ainsi régénéré peut à nouveau servir à la première étape. Donc, il suffit que j'en ai produit au début, et ensuite, je suis en cycle fermé. Ce que je produis va être réutilisé pour réenclencher la réaction. D'accord ? Donc, dans ce deuxième paragraphe, je parle des produits toxiques, dangereux pour l'environnement. Je peux dire du coup que des trois procédés, je vais préférer le procédé isobutène pour lequel je n'ai visiblement pas d'informations, ce qui suppose que les réactifs et les produits sont sans danger. Je prendrai ensuite le premier, le procédé MGC, parce qu'effectivement, s'il utilise de l'acide cyanhydrique, il a l'intérêt de le régénérer en fin de réaction. Et enfin, le dernier, d'accord? Puisqu'il consomme du cyanure d'hydrogène qui est toxique. Donc, voilà pour mon deuxième paragraphe. Je finis avec mon dernier paragraphe de cette réponse donc rédigée. Minimiser les besoins énergétiques. D'accord? Mettre au point des méthodes de synthèse dans des conditions de température et de pression ambiante. Forcément, pour que ça me coûte moins cher. Donc, j'y retourne. Hop, quelles sont les informations ici pour le procédé MGC qu'il faut relever? Allez, je surligne quoi? Parfait.
Très bien. 500 degrés Celsius, hein, n'oubliez pas, attention, degrés Celsius, sinon c'est des maths. Donc, les réactions, donc les D et les E, hein, les déshydratations se font à 500 degrés Celsius. OK? Pour le deuxième procédé, je suis ici sur le document 4. Qu'est-ce qu'on a à relever concernant ce thème donc de la dépense énergétique? OK, alors Maxime et Riyad me parlent de rendre. J'attends peut-être une dernière réponse. J'ai pas de bonne réponse pour l'instant, en fait. D'accord? Donc, je voudrais savoir, est-ce que c'est une majorité d'élèves qui pensent que c'était ça qu'on attendait? Plus de rendement égale moins de gaspillage. Le rendement n'a pas de rapport avec l'histoire de la dépense énergétique. D'accord? Tu vas peut-être chauffer plus. 2200 kilos. Alors, je reviens du coup sur, je suis embêtée, je pense que vous n'avez pas bien compris. Donc, le dernier point des principes de la chimie verte, c'est minimiser les besoins énergétiques des procédés chimiques, mettre au point des méthodes de synthèse dans des conditions de température et de pression ambiante. Ambiante, ça veut dire que j'ai pas besoin de chauffer, j'ai pas besoin de modifier la pression. Ça se fait donc dans des conditions normales. Et du coup, ça me coûte rien en termes de dépenses énergétiques. Du coup, si je regarde ce procédé-là, il n'y a aucune information concernant une dépense énergétique. Il n'y a pas marqué que cette synthèse se fait à telle température ou dans des conditions particulières de pression. Donc, on ne peut pas conclure ce procédé. D'accord? Donc, c'est ce que j'attendais de votre part. Pour le document 5, qu'est-ce qu'il faut relever comme information? OK, donc les températures. OK, donc on va dire que pour le procédé isobutène, eh bien, les conditions de température sont telles qu'il faut se situer entre environ 280 degrés Celsius et 365 degrés Celsius, grosso modo, hein, si je groupe les deux étapes. Et donc, du coup, pour conclure ce petit paragraphe, des trois procédés, lequel je vais préférer? Qu'est-ce que vous me diriez? Est-ce que c'est le procédé MGC que j'ai vu hier? Est-ce que c'est le procédé, tiens, j'ai même pas son nom, le ACH? Ou est-ce que c'est le procédé isobutène? Qu'est-ce qu'il faudrait dire dans cette partie de réponse? OK. Je vois que vous êtes gêné parce que vous n'avez pas les éléments. Donc, on fait preuve d'esprit critique, donc il n'y a pas de souci. Je ne sais plus comment est formulée la réponse, la question. Et conclure si l'un d'eux peut être privilégié du point de vue du respect des principes de la chimie verte. Le candidat est évalué sur ses capacités à s'approprier et à analyser les documents, à faire preuve d'esprit critique quant à leur contenu. Donc, très bien. Donc, c'est ce qu'on me demande de faire. Donc, je vais dire, en ce qui concerne les dépenses énergétiques, la chimie verte, donc, a pour grand principe de les minimiser. Je vois que le procédé MGC met en œuvre des températures de 500 degrés Celsius, ce qui est énorme. Le procédé isobutène a besoin de températures élevées, mais moindres que le procédé MGC. Enfin, pour le document 4, c'est-à-dire pour la synthèse ACH, je n'ai pas les éléments pour conclure. Donc, la conclusion finale de tout ça, c'est que, bon, au vu des réponses que j'ai données dans chacun de mes sous-paragraphes, quand même, sur deux des grands principes sur trois, on va dire, puisqu'on en a groupé deux autres, eh bien, c'était le procédé isobutène. Donc, on pourrait conclure en disant, on peut raisonnablement privilégier le procédé isobutène à condition, bien sûr, que le procédé ACH
n'est pas des dépenses énergétiques minimes qui feraient qu'on le préfère à lui. Cela dit, mettez bien que dans le procédé ACH, il y a quand même le problème de cette consommation de cyanure d'hydrogène qui est toxique, d'accord? Donc, vous pourriez même dire, faut mettre en balance, du coup, les dépenses énergétiques avec les produits toxiques. Bon, il faut faire un compromis entre tout ceci. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Du moment que vous avez fait de la saisie d'infos correcte, ça, tout le monde est capable de la faire, ce qu'on attend derrière de vous, c'est votre esprit critique. Voilà. Ne pas dire, bon, moi, j'ai choisi le procédé isobutène, c'est clair. Non, pas tous les éléments pour conclure, d'accord? Donc, faire plutôt preuve, moduler un petit peu votre réponse en disant ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas, d'accord? J'espère que c'est à peu près clair. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour répondre à Maxime, j'ai vu plusieurs fois vous parliez de rendement. Alors, effectivement, on aurait pu parler de rendement, c'est important. Le rendement, pour éviter le gaspillage, effectivement, il faut privilégier un rendement optimal. Donc ici, je vois, j'ai 85 à 95%. Ici, j'avais 88, 92, 76, 80 et je n'ai pas les infos sur le procédé MGC. D'accord? Donc, vous pourriez effectivement mettre aussi dans le paragraphe qui concerne ici l'économie d'atomes, dire que on vise effectivement le meilleur rendement, mais on n'a pas les informations sur le procédé MGC. Voilà. Ça marche. Très bien. Allez, super. Donc, ce sujet-là nous a permis de revoir plein de choses. Je suis d'accord, il y avait des questions un petit peu difficiles, un peu limites en termes de formulation. Il nous a malgré tout permis de revoir tous les points de cours que j'ai fait hier. D'accord? Donc, c'est important même parfois de se retrouver face à des sujets un peu bizarrement écrits, mais ça nous permet aussi de travailler dans ce cas-là, par exemple, la rédaction, la saisie d'infos et l'esprit critique. Allez, je passe sur celui-ci. Il est plus court, hein, vous voyez qu'il porte sur 5 points seulement. Je l'avais choisi parce qu'il permettait de traiter la dernière partie de mon cours sur le cours sur la synthèse avec les questions de protection, déprotection, de réaction sélective. Donc, ici, il s'agit de la méthanképhaline, qu'on appelle aussi la tirgliglyphémète. C'est un petit polypeptide, c'est-à-dire une molécule construite à partir de 5 acides alpha-aminés. Elle appartient à la famille des enképhalines, molécules ayant une action au niveau des neurones non nociceptifs. Ces neurones interviennent dans le mécanisme de déclenchement de la douleur et du coup, les enképhalines vont inhiber ces neurones, c'est-à-dire diminuer leur activité et ainsi, ils vont avoir une activité analgésique. Donc, le but de cet exercice, c'est de montrer la complexité de la synthèse d'un polypeptide. On en avait parlé dans le cours, on avait fait une activité documentaire du livre et on avait vu effectivement que la synthèse d'un polypeptide pouvait conduire à plein d'autres produits. Donc, c'est ce dont il est question dans ce sujet. Donc, le but est de mettre en place une stratégie pour la dernière étape de la synthèse de la méthanképhaline. Donc, la méthanképhaline, c'est ce gros machin-là. D'accord ? On vous donne des exemples d'acides alpha-aminés présents dans l'organisme. Ensuite, on vous dit, tiens, comment on va protéger, déprotéger une fonction amide. On s'y intéressera quand il sera l'heure de s'y intéresser. Protection, déprotection d'une fonction acide carboxylique. Très bien. Et on passe aux questions. Alors, donc, premièrement, à quoi reconnaît-on que les molécules du document 1 sont bien des acides aminés? Allez, j'attends vos retours. Allez, en quoi ces molécules-là sont des exemples d'acides aminés? Présence du groupe carboxyle et du groupe amine. Parfait. Groupe carboxyle, groupe amine, ça me va. OK. Est-ce que je pourrais pas rajouter, s'il vous plaît, un mot de vocabulaire scientifique que je vous ai appris dans le chapitre sur la synthèse? On les appelle comment, du coup, ces molécules? Et le but, c'est de s'approprier le nouveau vocabulaire pour enrichir justement son vocabulaire et l'utiliser à bon escient. Donc, puisque ce sont des molécules
qui possèdent à la fois un groupe carboxyle et un groupe amine. Ça fait de ces molécules des composés. Allez, est-ce que quelqu'un peut me le sortir rapidement son cours sous les yeux? Un composé, en plus, c'est pas dur du tout. Ce sont des molécules particulières qui ont la propriété d'avoir 2 groupes caractéristiques. On les appelle des composés, tant pis, je le dis, des composés polyfonctionnels. Polyfonctionnels, d'accord? Donc, toutes les molécules polyfonctionnelles, ce sont des molécules qui présentent plusieurs groupes caractéristiques. D'accord? Donc, pas alpha-aminé, Simon. Allez, je continue sur la question d'après. Identifier les 4 acides alpha-aminés différents nécessaires à la synthèse de la méthanképhaline. Alors, je vous remets ce qu'il vous faut sous les yeux pour pouvoir répondre. Voici la méthanképhaline. J'espère que vous voyez bien ma souris bouger parce qu'on va en avoir besoin pour essayer de repérer les différents acides aminés qui sont ici présents dans la molécule de méthanképhaline. Allez, commençons par le début. Regardons, je pars de la gauche de la méthanképhaline et dites-moi quel acide aminé vous reconnaissez. Allez, j'entoure ce qui m'intéresse et dites-moi de qui il s'agit. Vous la voyez tous apparaître, cette partie de la molécule-là? La tyrosine, d'accord? Donc ici, j'ai la tyrosine. Si j'avais un surligneur, je ferais ça. Hein. Je surlignerais toute cette partie de molécule. OK, j'ai déjà identifié la tyrosine. OK? Ensuite, j'en suis ici. Donc, je me suis arrêtée là, au OH qui est remplacé par un NH, et j'ai ceci. Est-ce que vous arrivez à identifier, je vous aide un peu hein, parce que je vous entoure directement ce qu'il faut, est-ce que vous arrivez à identifier quel autre acide aminé je retrouve? Parfait pour vous, la glycine. Je vois que j'ai la glycine. Alors, pas tout à fait la glycine, hein, à la place du OH, j'ai un autre NH parce que quelque chose est venu s'y mettre. Et là, au lieu du NH2, j'ai un NH. Donc, j'ai la glycine, très bien. J'ai la glycine. Et si je continue ici, regardez, j'ai quoi d'autre? Je vous entoure la partie que l'on retrouve ensuite. Non, j'ai pas d'alanine. Alanine, regarde Riyad, pour avoir l'alanine, il faudrait que tu aies un tiret là, une liaison toute seule qui sort de la chaîne. Or, je n'ai pas de liaison toute seule qui sort de la chaîne. Donc, c'est à nouveau de la glycine. Parfait pour Jade et Fanny. Donc, j'ai à nouveau de la glycine. Glycine, glycine. Ensuite, regardez, j'arrive à ce machin-là. Allez, je vous entoure, pareil. Cette partie de molécule, à quoi ça ressemble fortement? Non, alors non, Mathias, la tyrosine, on l'a eu déjà. La tyrosine, fais gaffe, il y a tout ça. Ici, regarde, c'est plus petit. Et c'est la phénylalanine. Et on finit enfin par cette dernière partie-là, avec du soufre. Ça, c'est super caractéristique. Hein. Du coup, je n'ai pas de doute possible, c'est la méthionine. Alors, vous pourriez me dire, personne n'est intervenu pour me dire, mais madame, qu'est-ce que vous faites? C'est super compliqué ce que vous faites. Regardez, est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'avoir la réponse plus facilement? Moi, je l'ai vu après m'être tapé tout ça. Je me suis dit, ah, mince, mais c'était là en fait. Regardez. Ouais, c'est ça, regardez le truc entre parenthèses. La méthanképhaline, aussi appelée tirgliglyphémète. Donc, vous aviez votre réponse là. Si jamais vous n'aviez pas envie de faire comme ce que je viens de faire, repérer les différentes parties ici reconnaissables des 5 acides aminés qui forment cette molécule. D'accord? J'espère que c'est clair pour tout le monde, mais sinon, je vous invite vraiment à imprimer ce sujet et à venir surligner avec 5 surligneurs différents, ou 4, hein, puisqu'on retrouve 2 fois la glycine, les parties de la molécule ici qui constituent la méthanképhaline. Ça marche pour cette question? Allez, je prends la suite. Sur la copie, recopier et compléter l'équation de réaction ci-dessous entre un acide carboxylique et une amine, entourer et nommer le nouveau groupe fonctionnel. Allez, je pars sur le tableau. Donc, essayez vite peut-être de vous recopier, mais je vais vous le recopier, donc vous l'aurez sous les yeux. On va le faire ensemble. Alors, donc j'ai R, un acide carboxylique qui réagit avec une amine
et on me demande d'identifier le groupe qui se forme NHR1 et le produit que j'ai en plus. Alors, on y va. Moi, je vais vous demander de vous faire le mécanisme réactionnel. D'accord? Déjà, je voudrais qu'on comprenne ça. Ou alors non, on se fera le mécanisme réactionnel après. Identifiez-moi d'abord ce qui manque ici. Donc ça, c'est assez facile, je compte. Donc je suis désolée, j'ai pas bien écrit hein, le R1NH2, hein, j'ai voulu le refaire, mais on le voit pas bien. Voilà, R1NH2. J'ai une formation d'eau très bien, hein, parce que si je regarde, j'ai bien ici à droite RO, NHR1. Donc je vois qu'ici, il manque un hydrogène, puisqu'à droite, il n'y a que NHR1, donc il manque un hydrogène. Je suis passée de R1NH2 à NHR1, très bien. Et si je regarde ici, j'ai le OH qui a été remplacé par le NHR1. Donc, j'ai un OH qui a disparu dans l'acide carboxylique et un H qui a disparu dans l'amine. Donc, OH plus H, ça fait du H2O. C'est souvent ça qui manque hein, dans les réactions qu'on vous demande de compléter. Maintenant, essayons de faire le mécanisme réactionnel. Ça nous permettra de comprendre pourquoi, lorsque je fais réagir un acide carboxylique avec une amine, je forme, tiens d'ailleurs, identifiez-moi le groupe que je forme. Amide, très bien, je vous l'entoure ici. D'accord. Voici le groupe amide. Alors, on vous demandait d'entourer et de nommer le groupe fonctionnel. Donc, je l'entoure et je dis que c'est un amide. Attention, si on m'avait demandé la fonction, ça n'aurait rien changé puisque groupe comme fonction ont ici le même nom. Allez, on part sur maintenant le mécanisme réactionnel. Dites-moi, quel est le site accepteur, quel est le site donneur dans ce cas-là? Allez, essayez d'identifier ce qui a pu se passer. Ce n'est pas demandé, hein, c'est moi qui rajoute cette question en plus pour voir où vous en êtes des mécanismes réactionnels. Si ça y est, vous avez compris un petit peu les mécanismes, comment cela fonctionne. Donc, quelle liaison s'est créée? Qui a pu la former grâce à quoi? Donc, qui est le site donneur? Qui est le site accepteur? Comment je fais ma flèche? Alors, j'ai pas de retour. Ça m'ennuie un peu. Personne ne voit du tout? Alors, Chloé propose un doublé qui lie l'hydrogène au NH2 devient NH et se lie à la place de OH. Alors non, ça ne va pas partir de là. Un doublé qui est un hydrogène au NH. OK. Alors, je vous explique, d'accord? Je vois que vous avez un peu de mal. Le site donneur, je vois qui vient se lier à quoi, en fait. Identifier qui vient se lier à quoi. Quelle est la liaison qui se forme? Ça, c'est important. Trouvez-moi la liaison qui s'est formée. Très bien. Parfait. J'ai du N. Le N ici, rappelez-vous, il porte un doublé non liant. D'accord? Puisqu'il a 3 liaisons. Pour respecter la règle de l'octet, s'il a 3 doublés liants, il lui manque un doublé non liant. Donc, grâce à ce doublé non liant, il va venir se lier au C. D'accord? Puisque le C est lié à 2 atomes d'oxygène, il porte donc une charge partielle positive, hein, ce C qui n'est pas représenté parce que je suis en formule topologique. Donc, ce carbone porte une charge partielle positive. L'atome d'azote, grâce à son doublé non liant, va donc se fixer sur ce carbone. Il va donc y avoir un transfert de doublé d'électrons entre le non liant de l'azote et la charge partielle positive du carbone. Parfait, très bien. Sauf que ce carbone-là qui est au centre ne peut pas rester avec 1, 2, 3, 4, 5 liaisons. Donc, il y a une liaison qui va se détruire. Laquelle? Celle avec R?
La double liaison avec O ou celle avec OH? Ok, j'ai pas le choix, hein, le OH, il est plus lié. Donc, voilà ce qui se passe. Ça, c'est super rigoureux. Ok? Donc, je vais vous le faire. Ça va faire une étape intermédiaire. Voilà ce que ça va donner. Alors, je vous le fais comme ça. J'espère que tout le monde va suivre. Que devient OH quand il prend le doublé de la liaison? Vous pouvez me dire ça? Que devient OH ici quand il prend le doublé de la liaison? Parfait. H au moins pour Émilie, parfait. Voilà ce que ça va donner. D'accord? Je ne suis pas tout à fait à ce que j'ai à droite encore, hein. Laissez-moi le temps d'y arriver, il va y avoir une autre étape. Mais je voulais que vous compreniez ça. Donc, ça a donné ceci. Le NH est venu se lier au C, hein, je vous suis passé en semi-développé pour que ce soit plus clair. Je vous ai éclaté le NH2, pour l'instant c'est comme ça. J'ai oublié de faire quelque chose au niveau du N. Il a perdu son doublé non liant, puisque le doublé non liant est passé ici. C'est ce qui a permis de faire la liaison, d'accord? Du coup, en perdant son doublé non liant, est-ce que vous êtes capable de me dire ce qui est apparu sur l'atome d'azote? Alors, il a actuellement autour de lui combien d'électrons? Super, super Émilie, j'ai effectivement une charge partielle. Il a perdu un électron en perdant son doublé non liant, il a perdu un électron sur sa couche externe. Donc du coup, il porte une charge plus. Et ça me rassure vachement parce que, regardez du coup, j'ai formé ce composé-là qui porte une charge positive et j'ai formé du H au moins qui porte une charge négative et l'un plus l'autre, ça fait bien 0, c'est bien neutre, c'est bien équilibré. D'accord? Maintenant, racontez-moi ce qui va se passer pour comprendre comment j'arrive à ceci. Parce que moi, je n'ai pas formé du NR1 avec 2 atomes d'hydrogène, hein. D'accord? Ici, je n'ai qu'un atome d'hydrogène. Donc, comment ça va se passer pour que un de ces hydrogènes ici quitte l'atome d'azote et rejoigne l'ion hydroxyde H-, qui est cette fois le site donneur, qui est le site accepteur. Le O va donner un doublé non liant avec un H. Je suis d'accord, voilà ce qui va se passer. Paf. Et du coup, cette liaison va se détruire et passer sur l'azote pour lui redonner son doublé non liant et il va perdre sa charge plus. Et je vais donc former la molécule d'eau et le composé que vous avez au-dessus, l'amide. Alors, si je lis la réponse de Victor, liaison NH vers N, liaison... Oui, voilà, c'est ça. Parfait. OK. Voilà, donc ça, c'était, je rappelle bien, une parenthèse, vraiment, c'était pas utile, ce n'était pas demandé, mais c'est juste pour vérifier que vous compreniez les mécanismes réactionnels. J'espère qu'à force d'en faire, ceux qui ont encore quelques difficultés commencent justement à les lever, ces difficultés, et à voir que finalement, c'est toujours pareil. La plupart du temps, si je me souviens bien, je crois bien qu'on ait toujours vu que des exemples qui partaient d'un doublé non liant vers un carbone ou un autre atome qui portait une charge partielle. D'accord ? Allez, je reviens sur, du coup, je repartage l'écran, je reviens sur la suite des questions. Donc, on voit qu'un acide carboxylique avec une amide forme un amide, hein. C'est ça, ce qui est important de retenir grâce à cette question. Allez, donc on enchaîne parce qu'on n'est pas au bout. On a fait la 1,3, on passe à la 1,4. En déduire s'il est possible d'obtenir un seul dipeptide en faisant réagir 2 acides aminés différents. Ensemble, sans précaution particulière, justifiez simplement. Alors, est-ce que je peux obtenir un seul dipeptide si je prends 2 acides aminés? Alors, j'essaie de vous faire un truc viteuf. Alors, un dipeptide, c'est une molécule, oui, Riyad. Un dipeptide, c'est une molécule.
obtenu en faisant réagir 2 acides alpha-aminés. Mais est-ce que je vais en obtenir un seul ou est-ce que je peux en obtenir plusieurs? Un dipeptide, c'est faire réagir 2 acides aminés. Sauf qu'un acide aminé, on a dit, possède et à la fois la fonction acide carboxylique et la fonction amine. Donc, si je prends un premier acide aminé, il a son acide carboxylique, son amine au sein de la même molécule. D'accord? Si je prends un acide aminé, un deuxième, il a pareil, donc une fonction acide carboxylique, une fonction amine. Qu'est-ce que je viens de voir? Qu'un amine réagit avec un acide carboxylique pour former un amide. Donc, il va pouvoir se passer ça. L'amine 1 de l'acide aminé 1 va réagir avec l'acide carboxylique 2, ok, de l'acide aminé 2. Je peux aussi avoir ceci. Donc, je vais pouvoir déjà créer 2 polypeptides. Et puis, rappelez-vous, c'est aussi ce que j'ai fait dans le cours. Qu'est-ce que je peux avoir? Je vais en former 2 ou je peux en former plus? Allez, n'oubliez pas l'autre possibilité. Pourquoi Charline 4? Est-ce que vous vous rappelez? Parce que là, actuellement, j'en vois que 2 sur mon écran. Donc, comment j'obtiens les 2 autres? J'ai déjà fait. Attends, non, je ne suis pas d'accord, Émilie. Hein. Donc, c'est très, très bien de le dire. Hein. Je répète encore, j'ai besoin de toutes vos réponses, qu'elles soient fausses ou bonnes. Je préfère même les fausses, hein, vous le savez, parce que ça permet d'évacuer les mauvaises réponses. Amine avec amide, ça ne peut pas réagir, Émilie. On vient de te dire dans la question précédente que pour former la fonction amide qu'il y a dans un peptide, eh bien, il faut faire réagir un amine avec un acide carboxylique. Donc, on ne parle pas du tout ici d'une possibilité de réaction entre une amine et une amine. OK? Parfait, Riyad. En faisant AA1 avec AA1, effectivement, dans mon bécher, j'ai plein d'acides aminés 1. Donc, j'ai peut avoir, voilà, si je prends une autre molécule d'un acide aminé 1, je vais pouvoir avoir une réaction de l'amine 1 avec la fonction acide carboxylique d'une autre molécule. D'accord? Donc, troisième possibilité. Et quatrième possibilité, je vais faire réagir l'amine 2 avec l'acide carboxylique 2. D'accord? Donc, voilà ce qu'on attend de vous dans cette réponse-là. Quand vous faites réagir 2 acides aminés ensemble, le fait que ce soit des composés polyfonctionnels qui possèdent à la fois la fonction acide carboxylique et la fonction amine font que je vais avoir l'amine de l'un avec l'acide carboxylique de l'autre, ou l'amine de l'autre avec l'acide carboxylique de l'un, et enfin, entre molécules identiques, je peux faire agir la fonction amine d'une molécule avec la fonction acide carboxylique d'une autre molécule identique. Donc, 4 possibilités. Donc, je comprends que cette question-là me fait la transition parfaite avec la suite de l'exercice. Hein. Je vous ai toujours dit, un exercice raconte une histoire. Eh bien voilà, je viens de faire la transition en disant que si je mets 2 acides aminés ensemble, je vais former 4 polypeptides possibles. Or, quand je veux fabriquer la méthancéphaline, je ne veux pas en fabriquer plein d'autres. C'est de la perte en termes de principe de chimie verte. J'ai un énorme gaspillage, d'accord? Donc, il va falloir que je trouve un processus pour limiter tous ces polypeptides que je vais produire forcément en plus. Et dans le cas de la méthancéphaline, vous avez compris que c'était l'addition de 5 acides aminés. Donc là, les combinaisons sont multiples. Alors, on y va, on passe à la question 2. Dernière étape de synthèse de la méthancéphaline. On envisage la dernière étape de la synthèse de la méthancéphaline à partir des 2 réactifs suivants. Donc, si vous regardez, voici le réactif A, voici le réactif B. Si vous, alors je n'ai pas prévu de le faire, mais si vous mettiez la méthancéphaline à côté, vous verriez que c'est ça plus ça. C'est la tyrosine. D'accord? La tyrosine va venir se fixer ici en bout de chaîne et vous allez retrouver ce gros machin-là, la méthancéphaline. Donc là, pour l'instant, on en est à cette étape-là. On a ce réactif ici constitué des 4 acides aminés que l'on a cités, glyglif et meth, d'accord, celui-ci. Et la dernière étape consiste à additionner celui-ci avec la tyrosine qui constitue le début de la chaîne. Donc, voilà ce qui nous intéresse ici. Le réactif A, le glyglif, je ne sais plus quoi, et la tyrosine toute seule. On vous dit que plutôt que de se trimballer ce machin-là, on va le simplifier en l'écrivant de cette forme-là, c'est-à-dire
un H2N ROOH. D'accord? Donc, on simplifie tout ça et on dit que ce qui nous intéresse, ben, c'est la fonction amine qu'il y a ici d'un côté et la fonction OOH qu'il y a de l'autre. Et entre les deux, ben, c'est tout ça, c'est R. D'accord? Pour le réactif B, on fait la même chose. On dit, ben, ce gros machin-là, on va le simplifier. Ce qui va m'intéresser, c'est ce truc-là. Donc, j'écris NH2OOH, je comprends bien là. OOH, je le retrouve ici. Et le R1, ben, c'est tout ce machin-là. D'accord? Donc ça, j'ai compris la simplification. Même si je ne l'avais pas compris, ce n'était pas gênant, hein, ça ne m'empêchait pas de faire la suite. Alors, on vous raconte que je peux simplifier ce gros machin-là. Je vois que j'ai une fonction acide carboxylique, une fonction amine, pareil pour ici. Et donc, je me dis que ça, plus ça, forcément, comme d'après je viens de répondre, je vais pouvoir faire 4 polypeptides. D'accord? Amine de l'un, acide carboxylique de l'autre, etc. Je ne répète pas. On vous dit, il est possible d'obtenir 4 polypeptides. Donc, on est en train de vous donner la réponse de la question précédente. À partir de ces deux réactifs, les formules topologiques de deux d'entre eux sont données ci-dessous, données celles des deux autres. D'accord? Donc, vous faites ça plus ça, et on sait que ça va en faire 4 possibles, dont ces deux-là. Et il faut trouver les deux autres. OK? Alors, pour faire ça, je vous propose de passer sur le tableau blanc. Sachez que je vous donnerai les résultats après. Je pourrai vous les joindre en pièces jointes si vous avez besoin. Je vais juste vous montrer comment on va procéder. Donc, je prends mon réactif A. Je vais l'écrire, donc comme c'est écrit, H2NR. Il faut que je m'applique, sinon vous n'allez rien comprendre. OH. Je prends mon réactif B, R1. OK. Et je vois ce que je vais faire. D'accord? Regardez ce qu'on a fait dans la question 1.3. On a dit, je fais réagir l'amine de l'un. Rappelez-vous, l'amine de l'un est venue se lier au carbone qui porte une charge partielle positive. Donc, c'est celui-ci. Voilà ce qui va se passer. Et cette liaison se coupait, d'accord? Et voilà ce qui se passait. Donc, première possibilité, je peux faire ça. Et il va se former quoi? Je vais écrire ce qui va se former. Regardez, je prends la partie du B, là, qui n'a pas bougé. J'ai ça. Et à la place du OH, je viens mettre l'atome d'azote du réactif A, qui a perdu un hydrogène pour aller s'associer avec le OH pour faire H2O. Et je mets bien la suite. Voilà ce que je forme. J'espère que tout le monde a compris. Voilà le premier polypeptide que je peux former en faisant réagir ici l'acide aminé A sur l'acide aminé B. Et je vais l'appeler, du coup, je vais l'appeler celui-là le BA, puisque vous voyez qu'au début, il commence par la molécule B et il finit par la molécule A. Donc, je vais l'appeler l'acide aminé BA, le polypeptide BA. Est-ce que tout le monde a compris cette façon de faire ? Alors, merci Chloé pour ton retour. OK pour Riyad. Bon, j'espère que au moins ceux qui n'ont pas compris pourraient le dire. C'est ça qui est important. Après, je suis très embêtée. Je serai en classe, j'aurai un grand tableau. Ce serait plus facile pour moi de le faire sur le même tableau. C'est ça qui est embêtant. Mais là, on fait avec les moyens du bord. Donc là, je vous ai montré une possibilité. Il m'en faut 3 autres. Alors déjà, rien que sur ce même tableau, qu'est-ce que vous me proposez? Là, j'ai fait réagir l'amine de A avec l'acide carboxylique de B. Comment j'en produis un autre? Alors, je vais faire le produit AB. Très bien, Charline. Et pour ce faire, je vais dire c'est l'amine de B. OK, très bien, Riyad. Attention, ce n'est pas amide 2, mais amine. Donc, c'est l'amine de B qui va réagir sur le carbone qui porte une charge partielle de A. Voilà ce que je fais. Et du coup, je vais écrire ce que ça me donne. Alors, ce que ça me donne, regardez, je pars de la molécule A,
ça n'a pas changé. Ce qui est à gauche n'a pas bougé. Donc, c'est la molécule A. Tac, tac, j'ai mon double liaison avec O. Mais à la place de OH ici, hein, je suis venue accrocher mon NH du réactif B. Je vais être très embêtée, il faut que j'ai la place. Mon NH du réactif B, qui est lié ici à un carbone qui a un R1. Et ici, je suis un peu juste, il vous manquera juste le OH à la fin de l'écran là. D'accord? Voilà. Voilà. Et là, je vois que j'ai le début de A, jusque-là, c'est A, et je finis par B. Donc, je viens de faire le polypeptide AB. Il me manque à faire le polypeptide AA en faisant réagir l'amine de A sur l'acide carboxylique de A. Pour ça, il faudrait que j'écrive 2 molécules de A côte à côte et que je fasse le mécanisme réactionnel pareil. D'accord? Alors, on vous a dit, si vous avez un autre écran possible, regardez le sujet. On vous a dit de donner les 2 autres molécules qui n'ont pas déjà été trouvées. Alors, ça va disparaître du coup. Je vois à gauche que j'ai fait du BA. Eh bien, si vous regardez sur le sujet, je retrouve ce fameux BA. C'est la méthanképhaline. Ce truc-là, c'est la méthanképhaline. D'accord? Et le polypeptide 2 qui est donné dans votre sujet, on ne l'a pas encore trouvé. Si vous regardez l'énoncé, je vais vous le repasser dans 2 secondes, vous allez voir que c'est du BB. Je vais y revenir. Je reste juste sur ça. Tant que j'ai ça sous les yeux, dites-moi du coup, si je veux seulement faire de la méthanképhaline, c'est-à-dire ce composé-là parmi les 4 autres, parmi les 4 au total, qu'est-ce que je dois protéger comme fonction sur les réactifs A et B? Tant que vous l'avez sous les yeux, vous pouvez répondre à cette question. Qu'est-ce que je veux faire réagir sur A et B pour former la méthanképhaline et quelles fonctions du coup doivent être protégées pour ne pas réagir, pour ne pas former les 3 autres produits? Regardez comment j'ai formé la méthanképhaline. Je l'ai formée en faisant réagir l'amine de A sur l'acide carboxylique de B. Qu'est-ce qu'il faut donc protéger? Très bien, Charline. Pour Charline, c'est bien. Ok, je vais revenir sur la question de Chloé, il n'y a pas de souci aussi. Donc, pardon. Charline, tu as raison. Puisque je veux que ce soit ça ici qui réagisse avec je suis ma flèche bleue avec ceci, il faut absolument pas que ça réagisse et que ça réagisse. Parce que si ça réagit, je vais former mon produit noir, là, avec ma flèche noire, mon produit AB. Or, je ne veux pas le produire. D'accord? Donc, je veux vraiment que ce soit l'amine de A qui réagisse avec l'acide carboxylique de B. Il va falloir donc protéger l'amine de B, celle-ci. Il ne faut pas que ça réagisse. Hein, et il ne faut pas ici que ça réagisse non plus. Donc, il va falloir protéger la fonction acide carboxylique de A. Alors, je reviens du coup, je vais partager mon écran sur lequel je vous ai mis le corrigé. Alors, comme je ne pouvais pas tout vous faire sur le même tableau, puisque mon tableau est trop petit, je vous ai fait ici le corrigé. D'accord? Donc, c'est exactement ce que je viens de vous faire sur le tableau. D'accord? Donc, vous avez 4 possibilités. J'ai pris toujours mon réactif A, mon réactif B. Je suis partie ici de l'amine qui réagit avec la fonction acide carboxylique. Et voilà ce qui se forme. Je pars ici, ça n'a pas changé. Et à la place de OH, je suis venue mettre cette partie de molécule. Donc, j'ai essayé de garder des codes couleurs pour que vous puissiez comprendre. Donc, j'ai bien fait le polypeptide B, le début de B, avec la fin de A. C'est le polypeptide BA, c'est celui qui est donné dans le sujet, c'est le polypeptide 1, c'est la méthanképhaline. Le deuxième, je prends toujours mon réactif A, mon réactif B. Cette fois, c'est la fonction amine de B que je fais réagir sur la fonction acide carboxylique de A. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais former, regardez, je garde le début de A,
clac, clac, clac. Et à la place du OH, vient se mettre ici le NH et la fin de B. Donc, j'ai ici fait du A, B. OK? Celle-ci n'était pas donnée. Donc, celle-là était attendue dans la réponse. Mais moi, je pense qu'en sujet de bac, j'aurais répondu comme ceci. D'accord? Donc, celui-là a été donné dans la figure. Donc, celui-là, c'est pas bon. Celui-là, je le rajoute. Donc, je l'encadre. Celui-là n'était pas donné et celui-là était donné. Donc, voilà. J'aurais montré comme ceci. Alors ensuite, je vous fais le AA. Donc cette fois, j'ai pris 2 fois la molécule rouge et j'ai fait réagir l'amine de A avec l'acide carboxylique de A. Et ça vous forme, eh bien je pars de ça, paf, paf, ça n'a pas changé. Et à la place du OH ici, je viens mettre toute cette partie de molécule ici. Donc je forme le AA. Et la même chose pour le BP. D'accord ? Non, les flèches ne sont pas attendues. Moi, je les ai faites juste pour que vous compreniez, tiens, comment j'écris la molécule dessous. Hein, pourquoi elle l'écrit comme ça? Ben voilà, comme c'est cette molécule qui est venue se mettre là, ben quand je l'écris, je pars d'ici, du côté de B, et je viens faire A qui est arrivé par la droite ici. D'accord? Donc, c'était juste pour essayer que ce soit plus logique pour vous. Hein, mais ce n'était pas attendu. D'accord? Allez, ça c'est chouette. Donc, vous avez les 4 là. Et donc, voilà les 4 que l'on forme. Donc, du coup, les polypeptides manquants sont le AB et le AA. Si je compare, hein, on voit bien là le R1, R1, c'est du BB et c'est bien celui qui était donné dans votre sujet ici. Le BB, R1, R1, c'est bien du BB lui. D'accord? Donc, lui, c'était le, je me souviens plus, le AB ou le BA, lui, le BB, donc il me fallait faire les 2 autres. 2.2. Déduire de la question précédente quelle fonction de chacun des réactifs A et B doit être protégée afin d'obtenir uniquement la méthanképhaline. Donc, je reviens là-dessus puisque Chloé a dit que ce n'était pas clair et elle ne doit pas être la seule. Donc, je reviens là-dessus. Du coup, je veux former seulement ça, la méthanképhaline. Donc, j'évite que les 3 autres se produisent. Si je ne veux pas que les 3 autres se produisent, on a vu dans le cours qu'il y avait donc cette possibilité de protéger une fonction et ensuite de la déprotéger une fois que la réaction de synthèse était faite. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je protège? Qu'est-ce que je ne veux absolument pas qu'il réagisse? Puisque je veux que ceci, je ne veux pas, par exemple, qu'ici, au niveau de la fonction acide carboxylique de A, il y ait une réaction. Je ne veux pas qu'il y ait celui-là. Donc, je ne veux pas qu'ici, ça réagisse et je ne veux pas que l'amine de B réagisse. Je veux seulement que ce soit l'amine de A avec l'acide carboxylique de B. Donc, je vais protéger l'acide carboxylique de A. Écoutez bien ce que je dis, hein, ne vous trompez pas. Je vais protéger l'acide carboxylique de A et je dois protéger l'amine de B. D'accord? Je ne veux pas que ceci réagisse, je dois donc le protéger. Ainsi, il n'y aura pas cette réaction possible. Ainsi, il n'y aura pas non plus cette réaction possible parce que, regardez ici, je n'ai pas protégé l'amine de A, mais j'ai protégé l'acide carboxylique de A, donc cette réaction ne sera pas possible. Et ici, je n'ai pas protégé l'acide carboxylique de B, et j'ai protégé l'amine, donc cette réaction ne sera pas possible. Donc du coup, j'élimine celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je ne peux avoir que cette réaction-là et je vais donc produire avec un rendement maximal la méthanképhaline. D'accord? Merci pour ceux qui me disent « Ah ok, ça me fait plaisir ». Du coup, j'espère qu'il n'y a pas que ceux qui ont répondu. Hein. C'est horrible de ne pas voir vos yeux pour ne pas savoir combien il y en a qui sont convaincus. J'espère que vous l'êtes plus ou moins de tous. Hein. C'est pas compliqué, mais il faut juste s'y pencher avec un peu de concentration. Allez, donc ça, si vous en avez besoin, je vous le mettrai en pièce jointe du cahier de texte d'aujourd'hui pour que vous puissiez retravailler ça si ce n'est pas évident. Maëlie dit, est-ce que les cours sont toujours enregistrés? Je ne sais pas, il faut demander à Doriane en fait. Merci encore une fois Doriane qui gérait ça juste avant les vacances. Ok, merci Maxime aussi de me rassurer, ça me fait plaisir. Il me reste une question. Alors, je sais qu'il est midi et je vois que certains ont déjà fui le cours, c'est pas grave. Hein. Je vais rester quand même, tant qu'on est concentré, je vais finir cette dernière question. Sinon, après, ce sera plus dur de s'y remettre jeudi. Donc, la dernière question. Doriane, tu réponds si tu veux bien, si tu es toujours en ligne pour nous dire si les cours sont toujours enregistrés. Alors, la dernière question. À l'aide des documents, complétez l'annexe 2 à rendre avec la copie présentant la suite de transformation
chimiques à mettre en place afin de réaliser la dernière étape de la synthèse de la méthamphétamine. Donc, vous aviez cette grosse feuille à compléter et à rendre pour la dernière question. D'accord? Puisqu'on a dit qu'il nous fallait protéger la fonction amine du réactif B, eh bien, on va faire ceci là. Puisqu'il faut protéger la fonction acide du réactif A, on va le faire là. Une fois qu'on a protégé les deux fonctions, on va pouvoir faire réagir les deux réactifs qui sont protégés. Donc, on forme seulement le polypeptide qui nous intéresse, mais rappelez-vous, avec les fonctions protégées. Donc, la molécule ne représente pas la méthamphétamine. Donc, ensuite, on déprotège pour retrouver la méthamphétamine. Donc, voilà l'objectif. C'est ce qu'on va faire dans cette dernière question. Alors, il est où mon sujet? Il est là. OK. Donc, ça va être vite fait. Là aussi, c'est fait dans le corrigé. Hein. Je n'ai pas de souci avec ça. C'est bien fait dans le corrigé. Je n'ai pas de plus-value à part l'explication à l'oral. D'accord? Donc, la protection du réactif B. On a dit que pour le réactif B, je voulais seulement que ce soit la fonction acide carboxylique. Hein, je rezappe avec ça. Le réactif B, c'est que ici que ça doit se passer. Donc, je veux protéger la fonction amine du réactif B. Donc, je retourne sur la feuille. Je veux protéger la fonction amine du réactif B. Comment je fais? J'invente rien. Hein. Dans cette dernière partie, j'invente rien. Eh bien, je vais chercher ici dans le document 2 comment on protège une fonction amine. Et on me dit, ben voilà mon acide aminé, voici la fonction amine que je cherche à protéger. Je vais faire réagir mon acide aminé avec ce gros réactif là qui s'appelle le truc machin. Ça va me former ce truc-là, plus ce truc-là, plus ce truc-là. Bon, ok. Bon, ben je vais savoir du coup ce que ça va me produire. Il faut que j'aille mettre ceci. Voici les produits de la réaction. Voilà ce que je dois mettre. Il faut le faire réagir avec ce truc-là et ça va me former ceci. Donc, il faut que je m'adapte. Il faut que je m'adapte à la réaction. D'accord? Donc, comparez bien ce que l'on a ici dans l'annexe. On a du R1 NH2OOH. Je reviens sur l'exemple. On a du R NH2OOH. C'est la même chose, sauf qu'à la place du R, ici, c'est du R1 chez nous. Donc, j'ai plus qu'à faire un copier-coller de tout ça. Et il faudra bien que je pense, au lieu de mettre ici R, donc ici R, je mette R1 et j'ai la bonne réponse. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, je répète, mon réactif B, il est de cette forme-là, sauf qu'ici, j'ai un R1. Je veux protéger la fonction amine. Donc, pour la protéger, je vais l'occuper, en fait. Je vais l'occuper par une autre molécule. Donc, regardez maintenant, je n'ai plus la fonction amine, NH2, mais j'ai ce gros machin-là. Donc, la fonction amine, maintenant, ne se présente plus sous cette forme amine. Non, plus du tout la même affinité avec les fonctions acide carboxylique des autres molécules. Je la protège ainsi. D'accord? Donc, c'est ce que je vous mets ici. Je me suis préparé tout ça avant. Donc, je vous mets ce que l'on vient de dire à l'oral. Donc, moi, c'est plus facile. Je n'ai pas à l'écrire. Je fais juste des copier-coller. Voilà. Donc, tout ce qu'on vient de dire, je l'écris là. Vous retrouvez ce que je vous ai dit. Je le fais réagir avec l'horrible molécule. Je ne l'ai pas inventé. Je suis allée chercher dans le document. Ça m'a produit ce truc-là. Donc, je retrouve ma fonction acide carboxylique qui, elle, n'est pas protégée. C'est très bien parce que c'est elle qui doit réagir. Je retrouve mon R1 et à la place du NH2, j'ai maintenant ce gros truc-là qui fait que ma fonction amine ne ressemble plus à celle d'avant. Ce n'est plus une fonction amine, elle est protégée. Plus, je n'oublie pas les deux autres produits qui se formaient. Deuxième étape, je vais protéger maintenant le réactif A. Vous vous rappelez, je repasse sur ceci, le réactif A, rappelez-vous ce que je dois protéger, je ne veux pas que ce soit l'acide carboxylique qui réagisse. C'est la fonction amine qui doit réagir. Donc, il va falloir que je protège ici l'acide carboxylique. Regardez bien à quoi ressemble votre composé A. C'est H2NROOH. C'est bien ce qui est marqué là, H2NROOH. Et je vais chercher dans les documents, ce qui me permet donc de protéger la fonction acide carboxylique. Vous l'avez ici. Donc, vous avez un acide carboxylique, vous le faites réagir avec un alcool et ça donne un ROO. Et puis là, au bout, il y a forcément un CH3. Hein, puisqu'il n'y a rien, c'est un CH3. Donc, je n'ai plus d'acide carboxylique. J'ai un ester à la place.
D'accord? Je le protège par estérification. Donc, j'ai transformé la fonction acide carboxylique en fonction ester. Du coup, c'est bon. La fonction ester n'aura pas la même affinité avec les autres amines et donc, du coup, je n'aurai plus la réaction qui pouvait se produire avant. J'ai ainsi protégé en transformant la fonction, tout simplement. Donc, il faut que je le fasse réagir avec ça. Donc, pareil, je fais un copier-coller de tout ça et je vais venir le mettre. Sauf que pensez qu'il faut l'adapter. Moi, ici, ce n'est pas ROOH. Regardez ce qu'on a dans l'annexe. En plus, on a du NH2 avant. D'accord? Donc, avant le R, on a du NH2. Très bien. Ça veut dire qu'ici, avant le R, j'ai du NH2. Donc, ici, avant le R, je dois avoir du NH2. Et sinon, tout le reste est pareil. OK? Donc, ça aussi, je vous l'ai préparé avant. Voici ce que je dois venir rajouter. Allez, il y a encore 43 survivants. Les autres ont abandonné, affamé. Peut-être qu'il l'avait aussi déjà compris tout seul et n'avait pas besoin de moi. Il n'y a pas de souci avec ça, bien sûr. Alors, voilà ce que ça fait. Donc, j'ai mon réactif A. Je le fais réagir avec ce qui était marqué dans le document. Donc, ici, le méthanol, en fait, hein, CH3OH. Et j'obtiens, n'oubliez pas de remettre le NH2 devant, adapté quand même au document. J'ai bien plus du tout le OH, j'ai du OOCH3, donc c'est protégé. Maintenant, l'étape 3, réaction entre le réactif A protégé et le réactif B protégé. Ben maintenant, je vais faire réagir celui-ci avec celui-là. J'ai bien protégé les fonctions pour lesquelles je ne voulais pas de réaction. D'accord? Donc, je vais bien forcément avoir une réaction entre l'acide carboxylique ici du réactif B et l'amine du réactif A. Tout va bien. Donc, je vais prendre ça et je vais le faire réagir avec ça. Ça aussi, je vous l'ai préparé. Ah, je vais les prendre tous les deux en même temps, ça ira plus vite. Non, ben, ça n'a pas l'air d'aller plus vite. C'est pas grave. Allez, pendant ce temps, réfléchissez à la suite ou alors posez-moi des questions si ce n'est pas clair. Donc, je prends celui-ci. Donc, je fais que recopier ce que j'ai mis dans les 2 étapes précédentes. Donc, ça y est, je peux faire la réaction de synthèse, comme j'expliquais. OK? Donc voilà, je fais réagir le réactif A protégé avec le réactif B protégé. J'ai bien la fonction acide carboxylique, la fonction amine. Donc c'est ça qui va réagir avec ça. Et vous le voyez, je vais retrouver ce début de molécule ici, tout pareil. À la place du OH est venu se mettre le NH du reste de la molécule que vous avez là. Donc j'ai bien formé ma fonction amide, d'accord? Le double liaison ONH qui fait que j'ai un polypeptide. Donc maintenant, vous avez compris ce qu'il faut faire. Il va falloir que je déprotège ici la fonction amine et que je déprotège ici la fonction acide carboxylique. Donc, je vais prendre ici le produit que j'ai formé, qu'on vous met ici, et je vais d'abord, on vous demande ici, d'abord déprotéger la fonction amine. La fonction amine, elle est là. J'avais avant du NH2, maintenant j'ai du NH, ce machin-là. Donc, je vais forcément obtenir la même chose que ça, mais à la place, j'aurai du NH2, tout simplement. Donc, c'est celui-ci. D'accord? J'ai la même molécule, je reprends la même molécule et à la place du NH truc machin, je mets mon NH2. J'ai déprotégé ma fonction amine. Ce que je retrouve aussi dans le document, et je ne vous ai pas ramené vers le document, j'ai ce gros machin-là, je vois que je retrouve cette partie de molécule ici, avec à la place du NH2, et j'ai enlevé tout ceci. Et tout ceci se retrouve sous cette forme-là. D'accord ? Donc voilà pour la déprotection de la fonction amine. Et dernière étape, la déprotection de la fonction acide carboxylique. Ben forcément, je repars de ce composé-là. Hop, je le rajoute ici. Et maintenant, il va falloir que je déprotège l'autre côté. C'est-à-dire ici, j'avais une fonction acide carboxylique que je n'ai plus. À la place, j'ai un ester, hein, vous voyez. Donc, il va falloir que je retrouve un OH ici. Bon, ben, je sais qu'au final, je vais retrouver un OH. Je vous le mets là. Mince, je n'avais pas calculé mon espace. Je vais vous le réduire, sinon ça ne rentre pas, on ne voit plus le plus. Bref, ça fait ceci. Voilà. Et donc, je retrouve bien ma fonction acide carboxylique. D'accord? Donc, ce qu'on voyait aussi dans le document, pour la protection de l'acide carboxylique, on vous disait, eh bien, c'est
par la réaction inverse, appelée hydrolyse, c'est-à-dire qu'on prend ceci, on rajoute de l'eau, hop, et ça se transforme en acide carboxylique. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu, j'espère que c'est plus clair grâce à ce corrigé, que vous avez tout compris, que vous seriez presque tous capables de le refaire sans problème. Ok, merci Chloé. S'il n'y a pas de questions, je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis donc modification, hein, je vous dis à jeudi. J'ai mis le sujet de bac à faire pour jeudi. Il n'était pas à faire pendant les vacances. Mais voilà, si vous ne savez pas quoi faire demain et que la physique vous manque de 11 à 12, bah, vous pouvez vous garder cette heure-là pour faire de la physique et préparer le sujet de jeudi. D'accord ? Bonne journée à tous.